Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des événements et des personnalités marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Vous les aviez oubliés et pourtant elles reviennent tous les 5 ans, les primaires. Alors en France, on a une relation amour-haine vis-à-vis des primaires parce que d'un côté c'est rigolo, ça crée du débat, c'est un petit jeu télé à suivre pendant quelques semaines, et de l'autre, ça fait quand même longtemps qu'aucune primaire n'a donné de président de la République ou même un candidat qui dépasse les 5%. Et pourtant, depuis quelques semaines, ça y est, on reparle des primaires comme du meilleur moyen de désigner un candidat à l'élection présidentielle, quand bien même on a toujours du mal à croire que ça puisse réellement fonctionner. Alors dans cet épisode de C'était pas mieux avant, on va s'interroger sur les raisons qui font l'attrait des primaires en France, alors que la plupart d'entre elles se sont soldées par des échecs. Les primaires, c'est un système qui est particulièrement connu pour exister aux États-Unis. Il est rendu obligatoire par le fonctionnement des institutions américaines dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Aux États-Unis, il y a 3 choses. Déjà, un bipartisme absolu qui fait qu'il est quasi impossible pour un parti autre que les démocrates ou les républicains d'envoyer un candidat à la Maison-Blanche. Ensuite, un régime présidentiel qui fait qu'on élit surtout des personnes avant d'élire des partis. Et enfin, une élection en un seul tour. Aucun des deux camps n'a d'intérêt à envoyer plusieurs candidats, puisque c'est le meilleur moyen de perdre une élection. En Europe, les primaires n'existaient pas vraiment, puisque la forme principale du régime politique y est non pas le régime présidentiel, mais le régime parlementaire. Le gouvernement est élu par le Parlement à la suite d'élections législatives, et le chef du gouvernement, c'est le plus souvent le chef du parti arrivé en tête aux élections. Du coup, il y a aussi un processus de désignation du grand chef, mais il passe par des congrès internes au parti. Et ces congrès n'ont pas lieu juste avant la prochaine élection, les partis suivent leur propre calendrier. Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni depuis 2024 par exemple, a été élu chef du Parti travailliste par un congrès en 2020. Friedrich Merz, chancelier d'Allemagne depuis 2025, a lui aussi été élu président de l'Union chrétienne démocrate en 2021. Et alors en France, le cas est plus particulier. Depuis 1965, l'élection cardinale en France n'est plus le scrutin législatif, mais bien le scrutin présidentiel. Ce qui fait de la France un régime semi-présidentiel. Malgré tout, la France gardait des éléments parlementaires importants. Comme les élections législatives n'étaient pas calées sur les élections présidentielles, les législatives qui avaient lieu entre deux présidentielles avaient beaucoup d'importance. Et ces législatives, elles étaient conduites justement par les leaders des partis, qui étaient favoris en cas de victoire pour le poste de Premier ministre, et s'imposaient donc plus facilement comme les leaders naturels de leur camp en vue des élections présidentielles. François Mitterrand, candidat de la gauche aux élections présidentielles de 1974 puis de 1981, n'a pas eu de véritable concurrence parce qu'il y est allé comme secrétaire général du Parti socialiste. Pourtant, en 1981, c'était Michel Rocard, le socialiste le plus populaire. Et Rocard voulait se présenter. Mais il a retiré sa candidature dès que Mitterrand a présenté la sienne. Le principe de la primaire était pourtant connu et il était même présent dans les statuts du Parti socialiste, mais comme la question du candidat était déjà tranchée, elle n'avait jamais eu lieu. Il faut aussi noter que l'élection présidentielle se fait en 2 tours en France et non pas en un seul comme aux États-Unis. Du coup, il peut y avoir un grand nombre de candidatures au premier tour. C'est même un avantage pour le second tour parce que chacun des 2 candidats pourra compter sur une réserve de voix importante. En 1981, François Mitterrand obtient 26% des voix au premier tour, mais la gauche dans son ensemble totalise plus de 50%. Et François Mitterrand est élu président de la République à l'issue du second tour. Et du coup, en l'absence de primaire, les candidatures dissidentes d'un parti n'étaient pas rares. En 1981, Jacques Chirac, candidat officiel du parti gaulliste RPR, fait face à 2 candidatures dissidentes de son parti, celle de Michel Debré et celle de Marie-France Garot. Et plus tard, en 1995, Jacques Chirac toujours a fait face à la candidature dissidente d'Édouard Balladur. C'est toutefois dans les années 90 que la situation va commencer à changer. Le premier à évoquer l'idée d'organiser des élections primaires en France, c'est Charles Pasqua en 1989.
Pasqua fait alors référence à la rivalité à droite entre l'Union pour la démocratie française, le parti démocrate-chrétien de Valéry Giscard d'Estaing, et le Rassemblement pour la République, le parti gaulliste de Jacques Chirac. Selon lui, une grande primaire à droite et une grande primaire à gauche auraient l'avantage de positionner deux candidats incontestables de leur camp respectif pour la prochaine élection. Toutefois, l'idée ne prend pas vraiment à l'époque, notamment parce que Jacques Chirac était pas super chaud à l'idée de perdre contre Giscard. En 1995, malgré tout, un problème se pose pour le Parti socialiste. François Mitterrand ne se représente pas et tous ses successeurs les plus évidents ont explosé en vol. Michel Rocard a vu ses espoirs partir en fumée après son échec aux élections européennes et Jacques Delors, largement favori, a préféré ne pas se présenter, estimant qu'il n'aurait pas de majorité pour appliquer son programme. Le PS se retrouve donc en manque d'un leader évident et organise donc une primaire interne réservée aux adhérents du parti. Cette dernière oppose principalement le premier secrétaire du parti, Henri Emmanuelli, et l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin. C'est ce dernier qui l'emporte et est le candidat socialiste pour la présidentielle de 1995. Malgré sa défaite, Jospin s'impose comme leader incontesté des socialistes pendant les 7 années suivantes, surtout comme Premier ministre de cohabitation. Et le relatif succès de cette primaire interne pousse d'autres partis à commencer à organiser les leurs. Les écologistes systématisent le recours à la primaire, l'UMP essaye un peu aussi en 2007, mais Sarkozy est le seul candidat, mais la plupart du temps il s'agit quand même bien de scrutins relativement confidentiels, confinés aux appareils de leur parti. Ce qui fait vraiment changer les choses, c'est le passage au quinquennat et l'alignement du calendrier des élections législatives sur celui de l'élection présidentielle. À partir de ce moment-là, les élections législatives deviennent simplement la confirmation du résultat de la présidentielle et cessent d'avoir une importance par elles-mêmes. Désormais, la seule élection qui compte en France, c'est la présidentielle, et dans ce contexte, les premières vraies primaires commencent à émerger. La première primaire présidentielle qui fait l'objet d'une véritable campagne médiatique importante, c'est sans aucun doute celle des socialistes pour l'élection présidentielle de 2007. Alors, ça reste une primaire interne, ouverte seulement aux adhérents du PS. Mais le PS, c'est un très gros parti à ce moment-là, avec plus de 200 000 adhérents, donc ça fait quand même pas mal de votants. Et cette élection primaire fait l'objet de véritables débats télévisés entre les différents partis. Toutefois, Ségolène Royal est battue par Nicolas Sarkozy en 2007. Et pour le PS, c'est la 3e défaite d'affilée. Alors, en amont de la présidentielle de 2012, c'est Arnaud Montebourg, patronné par la secrétaire générale du parti Martine Aubry, qui pose les bases d'une véritable primaire ouverte du Parti socialiste. Une primaire à l'américaine où tout le monde peut voter avec un premier et un second tour ainsi que des débats télévisés. Toutefois, même avec toute cette organisation, la primaire ne va pas de soi et les caciques du PS sont tout à fait tentés d'enjamber leur propre scrutin. Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn, favoris des sondages, envisagent clairement que l'un des deux se retire en faveur de l'autre. Ségolène Royal et Laurent Fabius sont également partis pour se désister, ce qui laisserait finalement un seul candidat, archi-favori et leader naturel. Mais l'affaire du Sofitel, qui atomise la candidature de DSK, rebat les cartes et permet finalement à la primaire de se tenir. Son périmètre va de la gauche social-démocrate, représentée notamment par Martine Aubry, à du centre-droit néolibéral, représenté par Manuel Valls, le Sarko de gauche. C'est finalement François Hollande qui remporte la primaire sur une ligne médiane à l'orientation social-démocrate modérée. Martine Aubry était la favorite des adhérents, mais François Hollande a réussi à élargir son périmètre et à être préféré par les électeurs non membres du PS. La victoire de Hollande a toutefois comme avantage que comme il se trouve à peu près au milieu des différents candidats, il n'a pas trop de problèmes pour unifier tout le parti derrière sa candidature. Après sa victoire, il connaît un rebond dans les sondages, passant de 30 à 35% des intentions de vote. Mais ça retombe quand même assez vite et il finit à 29% au premier tour. C'est toutefois bien lui qui l'emporte sur Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle de 2012. Et pour les socialistes, cette victoire confirme la légitimité de la primaire ouverte. Elle a l'intérêt de permettre à un camp politique de rouler des mécaniques avant le scrutin. Mine de rien, la primaire du PS a réuni pas moins de 3 millions d'électeurs, ce qui est une source de voix non négligeable pour la suite. Le candidat issu de la primaire peut se draper de la légitimité de son camp et démarrer sa campagne avec un boost. Par contre, ce que la primaire ne
permet pas de faire, c'est désigner le meilleur candidat. Alors oui, c'est difficile de parler de meilleur candidat en politique, c'est très subjectif, mais pour mes recherches, je suis tombé sur ce petit reportage de BFM TV dans lequel la journaliste rapportait ceci. Pour gagner, dit Martine Aubry, il ne faut pas proposer une austérité de gauche, il faut du sérieux et de l'ambition. Une façon pour elle de s'en prendre sans le nommer à François Hollande. Et mine de rien, c'est assez prémonitoire en fait. Et au-delà de ça, la primaire socialiste de 2011, c'est encore à ce jour la seule et unique primaire ouverte qui a amené un candidat ne serait-ce qu'au second tour. Après la primaire citoyenne de 2011, le principe de la primaire ouverte devient une quasi-évidence pour les deux principaux partis politiques français que sont le Parti socialiste et les Républicains. Pour 2017, les deux partis préparent donc l'organisation de leur primaire. Celle du PS doit permettre de relancer un camp socialiste à la dérive alors que le mandat Hollande prend une tournure apocalyptique. Celle de LR, en revanche, doit surtout permettre de placer un candidat sur orbite, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé. Mais dans les deux cas, rien ne se passe comme prévu. La primaire de la droite et du centre est un véritable succès en nombre de participants, puisqu'elle réunit pas moins de 4 millions d'électeurs, largement plus que la primaire socialiste de 2011. Et à la surprise générale, c'est un candidat de l'aile droite, François Fillon, qui l'emporte haut la main avec 44% des voix au premier tour et 66% au second. Fillon paraît alors avoir une voie royale pour devenir président. Mais l'affaire de l'emploi fictif de Pénélope Fillon et la candidature sur sa gauche d'un Emmanuel Macron plus modéré le fait dégringoler. Pendant ce temps-là, la primaire des socialistes, la primaire de la Belle Alliance Populaire, je sais pas qui a eu l'idée de ce nom, mais c'est très mauvais, se tient début 2017 et même si elle ne réunit pas autant de monde, c'est un succès assez inespéré. Elle a tout de même fait venir 2 millions d'électeurs, ce qui, vu l'état du PS à ce moment-là, est plutôt pas mal. Et elle accouche, elle aussi, d'une victoire surprise. Alors que les médias annonçaient un duel entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg, c'est Benoît Hamon qui l'emporte, lui aussi largement, sur une ligne plus radicale que le barycentre de son parti. Et de manière paradoxale, ce sont ces primaires dans lesquelles les candidats préférés des cadres des partis sont éliminés par les candidats préférés par les sympathisants des partis, non adhérents du coup, qui vont favoriser la victoire d'Emmanuel Macron. Déjà parce que l'élimination des candidats les plus modérés le laisse seul pour occuper l'espace allant du centre-gauche au centre-droit, mais aussi parce que les partis organisateurs de ces primaires vont pourrir les campagnes de leurs gagnants. D'ailleurs, vous savez peut-être pas, mais un jour au bac de philo, le sujet c'était « Qu'est-ce que l'audace ?» Et il y a quelqu'un qui a eu 20 sur 20 parce qu'il a rendu une copie blanche avec juste marqué « Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ?» Bon, autant dire que cette phrase de Fillon lui a valu l'hostilité des sarkozystes, tandis que les juppéistes, eux, ne se sont pas du tout retrouvés dans la campagne très droitière de Fillon. Et de l'autre côté, pareil, Benoît Hamon, avec son idée de revenu universel, s'est rapidement retrouvé face à un parti socialiste très hostile, dont les cadres de l'aile droite se sont presque tous barrés pour soutenir Emmanuel Macron. Même Manuel Valls, qui avait fait 40% au second tour de la primaire. Poignardé dans le dos par ses propres troupes et devant malgré tout porter le bilan du PS au pouvoir, Benoît Hamon s'est fait bouffer par Jean-Luc Mélenchon, tandis que Fillon, empêtré dans les affaires et pas très soutenu par son parti, a raté de peu la marche du second tour. Autant dire qu'après ça, les partis étaient pas mal refroidis à l'idée d'organiser des primaires, qui se sont même vus affublés du surnom de machine à perdre. Pour la présidentielle de 2022, les seuls à avoir organisé une primaire ouverte, c'est les écologistes, qui le faisaient déjà depuis 2012. Fort de sa victoire aux européennes en 2019, Yannick Jadot avait bien tenté d'enjamber la primaire et de s'imposer comme le candidat naturel de son camp, mais les cadres et les militants du parti tenaient à leur processus de primaire et elle a bel et bien eu lieu. De bien plus petite envergure que les précédentes, avec environ 100 000 électeurs, elle voit Yannick Jadot l'emporter de justesse face à Sandrine Rousseau. Au final, la campagne des écologistes de 2022 voit les partisans de Rousseau et de Jadot s'écharper sur la direction à donner à la campagne, et Jadot termine avec moins de 5%. Pendant ce temps-là, les Républicains, traumatisés par la défaite de Fillon, préfèrent organiser une primaire interne qui réunit à peu près autant de monde que la primaire ouverte des écolos d'ailleurs, et se solde par la victoire de Valérie Pécresse qui termine, elle aussi, avec moins de 5%.
Les candidats chefs incontestés de leur camp sont finalement ceux qui ont fait de loin les meilleurs scores, que ce soit Macron, Le Pen, Mélenchon et même dans une moindre mesure Zemmour. Et puis il y a le cas très particulier de la primaire populaire. Après une première tentative d'organiser une primaire citoyenne indépendante en 2017, la primaire.org, initiée par un collectif indépendant, elle a pour objectif de pousser pour une candidature unique de la gauche en 2022. Mais elle se heurte à une fin de non-recevoir des différents partis politiques. Du coup, les organisateurs maintiennent quand même l'organisation de leur primaire, mais commencent à la présenter comme un simple référendum. Un genre de primaire officieuse pour désigner, parmi les candidats de gauche à l'élection, celui que les sympathisants de gauche préfèrent. Et le truc, c'est que ça prend bien, et le processus commence à réunir plusieurs centaines de milliers de votants potentiels. Flairant le filon, Anne Hidalgo, candidate officielle du PS et mal en point dans les sondages, retourne brutalement sa veste et se rallie à la primaire populaire dont elle ne voulait pas à la base, en invitant Yannick Jadot à le faire aussi. La primaire populaire redevient donc soudain une primaire, une élection, et ses organisateurs essayent de convaincre Jadot et Mélenchon de participer également. Mais finalement, Jadot ayant refusé de participer, et Mélenchon aussi d'ailleurs, Anne Hidalgo retourne sa veste et annonce se présenter quand même quoi qu'il arrive. Face à ça, la primaire populaire devient un genre de patchwork, mi-référendum, mi-élection, et finalement, celle qui l'emporte, c'était la seule candidate de poids qui soutenait vraiment le procédé, à savoir Christiane Taubira. La primaire réunit malgré tout près de 400 000 électeurs, un sacré succès pour une initiative hors cadre des partis, mais n'accouche qu'à une candidature mort-née, puisque Taubira n'obtient pas les 500 signatures nécessaires pour se présenter et annonce finalement soutenir Jean-Luc Mélenchon. Du coup, oui, c'était le bordel et ça n'a pas donné grand-chose, mais à mon sens, c'est pas une raison pour considérer la primaire populaire comme un échec. C'était pas un échec. Ça n'a pas marché. Bref, après l'échec des grandes primaires ouvertes de 2017 et l'échec des plus petites primaires de 2022, on pensait les primaires mortes et enterrées pour 2027. Et pourtant, c'est l'officialisation de la NUPES en 2022 qui rebat les cartes. Cette union de la gauche, improbable quelques semaines plus tôt, réussit à obtenir 150 députés à l'Assemblée nationale et à s'imposer comme la principale force d'opposition. Et à ce moment-là, on s'imagine déjà une NUPES qui est partie pour durer et qui aura pour charge de présenter des listes uniques lors des prochains scrutins. On imagine déjà une liste NUPES conduite par une figure écologiste pour les européennes, des candidatures uniques NUPES pour les municipales et les régionales, et enfin une candidature unique NUPES potentiellement conduite par un ou une insoumise pour 2027. Sauf qu'évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. La NUPES a explosé sur la question des européennes, puis sur les suites du 7 octobre, et si l'union de la gauche s'est reformée en 2024 avec le NFP, c'était une union beaucoup moins solide et qui s'est d'ailleurs rapidement disloquée elle aussi. Si l'espoir d'une candidature unique à gauche n'est pas complètement enterré, aujourd'hui c'est plutôt l'émergence de 2 voire 3 candidatures séparées qui est l'hypothèse la plus probable. Malgré tout, les ambitions unitaires n'ont pas disparu. En fait, ce sont les appareils des partis, principalement les écologistes et les socialistes, mais aussi des plus petits partis comme Génération ou l'Après, qui ont annoncé récemment la tenue d'une primaire en vue de 2027. Et alors que rien n'y prédisposait, la même chose est en train de se produire à droite avec Laurent Wauquiez qui est en train de préparer une primaire de la droite, ou plutôt de la droite extrême vu la gueule des candidats, pour 2027. Mais dans les deux cas, le résultat apparaît assez incertain. La France a une histoire compliquée avec les primaires et ça s'explique en bonne partie par la culture héritée des institutions politiques du pays. La Ve République est un régime bonapartiste, un régime qui favorise les personnalités providentielles. Les élections présidentielles favorisent donc des leaders naturels, des figures très bien établies de la vie politique et qui se sont imposées à la tête de leur camp bien en amont du scrutin. Des figures comme François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et plus récemment Marine Le Pen, Emmanuel Macron ou encore Jean-Luc Mélenchon.
Du coup, quand les partis organisent des primaires, c'est souvent parce que, justement, ils n'ont pas de leadership clair à l'approche du scrutin. Du coup, c'est pas tellement que la primaire en France est une machine à perdre, c'est pas la primaire qui fait perdre un candidat, c'est surtout que quand un parti organise une primaire, c'est souvent parce que, dès le départ, il n'arrive pas à savoir qui choisir. Alors bien sûr, ce système d'hommes et de femmes providentiels, il a l'air complètement pourri aujourd'hui. Le bilan est sans appel, on a détesté la quasi-totalité des présidents qu'on a élus depuis 1965. Et ces élections favorisent donc des logiques de vote utile, de vote de raison, de vote contre, qui sont à l'opposé de ce que devrait être un vote. Dans les quelques enquêtes d'opinion réalisées sur le sujet, il se trouve une majorité de sondés pour affirmer qu'ils veulent un changement de régime et en finir avec le présidentialisme. Le problème, c'est que pour changer de régime de façon pacifique, il faut commencer par gagner la présidentielle. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne du média et pourquoi pas nous soutenir. Les liens sont dans la description et vos dons sont la garantie de notre indépendance. À la prochaine!